Hélène va partir pour 15 jours et s'affaire aux derniers préparatifs avant de prendre le train pour un petit bled perdu où elle va vivre une expérience inédite qu'elle a choisie un peu par hasard, sans conviction véritable. 15 jours de méditation vipassana, mot pali, qui vient d'une langue autrefois parlée en Inde et qui veut dire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Tout un programme. 15 jours hors de notre monde contemporain où on ne doit pas lire, écrire, parler, faire du sport ou toute autre activité. Tout juste peut-on se promener dans les espaces de nature et surtout méditer. Limpide. Alors pourquoi partir comme 15 jours comme cela en septembre, mois de la rentrée des classes, sans prévenir son mari avant, de façon un peu abrupte, en laissant ses jumeaux de 5 ans et en ayant bien sûr géré au préalable toute l'organisation domestique globale, pourquoi partons ainsi comme un naufragé volontaire s'embarquerait sur un bateau de fortune au prétexte de chercher sa respiration? Parce qu'on se sent au bout d'un cycle, au bout d'un couple où les relations macèrent dans les embruns d'un quotidien morne et cloisonné, parce que l'on ne sait plus qui on est et où l'on va. C'est l'état dans lequel le lecteur découvre Hélène, qui ne travaille pas et gère le domestique, la sphère privée, pendant que Sébastien, son brillant mari, est un journaliste ambitieux qui s'est au fil des années rivé sur l'extérieur, sur l'actualité d'un monde agité et d'un métier exigeant et prenant. L'une est aux prises dans les filets d'un quotidien morne et l'autre dans ceux d'un extérieur extraordinaire, au sens étymologique du terme, qui sort de l'ordinaire. Le 11 septembre va se produire pendant l'absence d'Hélène et pour le journaliste, ce sera bien évidemment un événement impensable et dévastateur. Le roman pose alors la question cruciale, il pose les questions cruciales sur la façon dont on informe, sur la façon dont on reçoit l'information, mais aussi sur la façon dont on s'extrait du brouhaha de cette information livrée en continu. Et c'est bien le thème récurrent de la rupture qui structure d'une certaine façon ce livre. Rupture momentanée d'Hélène, qui va vivre une expérience inédite, où elle rompt avec la vie extérieure, avec la vie quotidienne, mais aussi avec les rites de son corps et de son esprit, puisque la méditation va l'inscrire dans une nouvelle approche de sa vie. Rupture pour Sébastien, qui de son côté traverse littéralement, en plus de la rupture familiale, un chaos professionnel, avec ce 11 septembre. Mais aussi rupture pour le lecteur, qui va alterner les chapitres entre le point de vue d'Hélène et celui de Sébastien, ce qui va lui permettre à lui seul heureux lecteur, de commencer à essayer de comprendre les bouts de cette histoire, la petite et la grande, qui se reconstituent par étapes de ces chapitres et de la différence des points de vue. L'intérêt aussi de ce livre, c'est qu'il passe en revue tous les engagements humains, de l'intime au politique, de l'engagement du cœur au moral. Il interroge l'âme humaine et les possibilités qu'a l'individu de trouver en lui les ressources nécessaires et suffisamment de conscience pour tenter de voir et de dire le monde sans être abusé par la conformité d'une vie sociale établie ou la conformité d'une pensée unique, à travers notamment le pouvoir de dire l'événement, c'est-à-dire à travers le pouvoir des médias. Alors pourquoi ce titre étrange, Sankara? Les sankaras sont les conditionnements de naissance, de culture, de vie, d'événements qui s'empilent en nous. Ce sont toutes ces sensations dont nous n'avons pas conscience et qui sont intrinsèquement ancrées en nous et qui nous influencent malgré nous. Et les sankaras se désactivent miraculeusement quand nous méditons. À bon entendeur. Bonne lecture de ce roman de Frédéric de Gelt. Ne subissez pas vos vies, lisez, découvrez et surtout faites-vous votre propre opinion. Cela vous évitera d'avoir à subir celle des autres. À bientôt pour une nouvelle bagnode littéraire. Au revoir.